tous, bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le vendredi 18 janvier. Voici les titres de votre journal. Pour commencer cette édition, nous assisterons à l'ouverture officielle de la 43e édition du Festival international du cirque de Monte-Carlo. Nous reviendrons sur une soirée promue par la direction du tourisme et des congrès ce jeudi soir. Nous irons à la galerie L'Entrepôt pour y découvrir l'engouement du public pour l'Open des artistes. L'AS Monaco vous dévoilera ses grands plans de modernisation. Et enfin, comme tous les vendredis, nous accueillerons en fin de journal un invité. Cette fois-ci, nous serons aux côtés de la princesse Stéphanie, la présidente du Festival international du cirque de Monte-Carlo. Débutons ce journal avec l'ouverture officielle du 43e Festival international du cirque de Monte-Carlo. Jeudi soir, les artistes engagés dans l'édition 2019 sont entrés en piste sous le regard de la famille princière. Patricia Navarro était en coulisses. Des costumes incroyables, un flot de couleurs et de lumière éblouissantes, des artistes hors normes qui livrent des performances inédites. David Expert, le 43e Festival international du cirque de Monte-Carlo, fera date et le spectacle d'ouverture a donné le ton sous le chapiteau de Fontvieille. Après l'arrivée de la famille princière, c'est le Royal Circus de Giairazze, grand invité d'honneur de cette édition, qui a littéralement ouvert le bal avec ses danseurs acrobates, plongeant presque instantanément les spectateurs dans la magie du cirque. Et ce qui fait notamment la force de la troupe de Giairazze, ce sont les costumes que portent ces artistes. Dans le tableau des œufs de Fabergé, des transformistes se changent plus d'une dizaine de fois à la vitesse de l'éclair. Et pendant que les tableaux envoûtants se succèdent sous le chapiteau, à 2 pas de là, les artistes les plus massifs se préparent. Il s'agit des éléphantes de Joy Gardner. Là, on est à quelques minutes de votre entrée en piste, oui. La première du festival. Vous avez amené les éléphants à proximité du chapiteau. Qu'est-ce que vous faites là dans les secondes qui précèdent l'entrée sous le chapiteau? On les bouge un peu, on les chauffe un peu. On les bouge, avant de faire... Bon, il ne fait rien de spécial. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quelque chose de naturel. Il monte une sur l'autre, tout ça. Mais on les bouge un peu, on a l'habitude de les faire bouger un peu. On vous a vu leur parler, chantonner. Ça fait partie du rituel ou c'est parce que c'est ce soir? Non, ça veut dire que c'est bon. Et pendant que les éléphantes patientent, les bisons américains sont déjà en piste sous la houlette de leur dresseur, l'allemand Marcel Kramer. I'm feeling good. And this was great because all were completely perfect. What is the difficulty with training bison? Many time and many love. Gonna sit on the floor, gonna try now. Il est maintenant l'heure pour les éléphantes de faire leur entrée. Joy Gardner s'efface pour laisser la place à ses 4 fils. Joseph Junior, Jackie, Maverick et Francie ont entre 12 et 19 ans. La passion du cirque coule dans leurs veines. C'est le grand festival, il faut être très classe. On sait qu'il y a le prince, la princesse, très nerveux, comme j'ai raté une fois. Et c'est très beau. Très beau. Oui. Et les frères alors, qui eux aussi font de belles prouesses? Je suis très heureux. Je suis heureux. Je suis extra heureux. Présentez-nous les frères. C'est mes enfants. J'ai commencé, j'avais 24 heures. Je suis né et après 24 heures, l'éléphant m'a pris dans la trompe et il m'a promené dans la piste. Il y a une relation incroyable. Dans votre famille, les éléphants, ce sont des frères et des sœurs. Hein? Des sœurs, pour moi, dans les des sœurs. Des mères. Plutôt des mères. Il a raison. Parce qu'ils nous ont vu grandir. Pour nous, c'est comme nos mamans. Alors comme nous, on est avec eux, on a toute connexion. C'est super. Au Festival du cirque de Monte-Carlo, les animaux sont rois. Le dresseur Martin Lassie Jr. fait entrer dans son immense cage 26 fauves du jamais vu.
Pour Nicolas Gelmonier et sa partenaire Charlotte, ce premier spectacle de compétition sous le chapiteau aura eu une saveur particulière. Il y a quelques années, enfant, Nicolas assistait au festival dans les gradins. Il a ensuite fait une école du cirque et aujourd'hui, c'est lui qui se produit sur la piste. Puis là, vraiment de revenir pour le festival, c'est vraiment, comme vous venez de dire, revenir par la grande porte et participer au plus grand festival de cirque qui existe. Avec un tout nouveau numéro, c'est la première fois qu'on le présente vraiment devant un public. C'est un gros risque, mais je pense que ça valait la peine. C'est ainsi que se termine ce premier programme de sélection de ce 43e Festival international du cirque de Monte-Carlo. Les spectacles de sélection vont se poursuivre jusqu'à dimanche pour permettre au jury d'établir le palmarès de l'édition 2019. Ce n'est que tard dans la nuit de dimanche que l'on connaîtra les lauréats des clowns d'or, d'argent et de bronze. Et je vous rappelle que vous pourrez retrouver en fin de journal notre invitée du week-end, la présidente du Festival international du cirque de Monte-Carlo, la princesse Stéphanie. Tapis rouge pour la direction du tourisme et des congrès. La deuxième saison de la campagne Green is the New Glam a été lancée. Christina Thomel assistait à cette soirée de lancement. La gastronomie éco-responsable, les espaces verts, la mobilité durable et le recyclage. Autant de thématiques mises à l'honneur dans 4 spots réalisés spécialement pour cette nouvelle campagne de la DTC. La saison 2 de Green is the New Glam a été lancée lors d'une soirée mode et décalée organisée sur la digue Régnier 3. Il y a une véritable action vis-à-vis de nos chefs pour la gastronomie. On est le pays où il y a le seul chef étoilé bio au monde qui est Paolo Sarri. Mais tous les chefs en principauté jouent le jeu. Ils sont tous locavores, saisonniers, avec la plupart des potagers bio. Et c'est pour ça que nous avons aussi Terre de Monaco ce soir, Jessica, qui travaille énormément avec les chefs. Marcel Ravin a son propre potager bio au sein du Monte-Carlo Bay. Benoît Witz est en train de faire le sien et voilà, alors il y a cette partie-là, il y a le bien-être qui est très important où il y a aussi vraiment une démarche éco-responsable aussi de ce côté. Il y a tout ce qui concerne en fait la mobilité durable, donc on met en avant les Twizy, les bateaux effectivement à énergie solaire, les vélos électriques, toute la mobilité durable. Vous avez aussi la partie espace vert en principauté où c'est assez peu connu et on a énormément d'espaces verts en principauté avec des thématiques très différentes. On n'utilise plus de pesticides, où là il y a vraiment une véritable démarche de ce côté-là. Et aussi, on a fait un film qui s'appelle Respect, qui est dédié au recyclage et tous les efforts qui sont faits aussi de ce côté-là. Les actions éco-responsables de la principauté sont donc au cœur de cette nouvelle campagne. Franck Fiorino, en charge de la réalisation des 4 spots publicitaires, les dévoilera au grand public au fur et à mesure des mois à venir. Et dans le reste de votre actualité monégasque en bref et en images. Écologie toujours avec ce type de véhicule utilisé par la société monégasque d'assainissement. La SMA, vous le voyez, utilise du full électrique. Le ramassage des déchets est ainsi réalisé de façon éco-responsable. Passons à la culture. Jusqu'au 23 janvier prochain, une centaine d'œuvres concourent pour l'Open des artistes sur la thématique Le Paradoxe du Haut. L'objectif étant de faire aussi participer les visiteurs grâce à leur vote. Charlotte Moreno vous présente l'engouement du public. Des gouttes d'eau, l'œil de l'océan, des sentiments, des expressions, le haut n'est jamais silencieux. Voilà pourquoi l'entrepôt ouvre ses portes à tous les artistes qui veulent exprimer leurs réflexions autour d'une seule chose, le paradoxe du haut. Sculpture, photo, art plastique ou encore vidéo, toutes ces techniques déclinées pour une exposition collective qui donne également la parole à son public. On est grosso modo à plus 70% de visiteurs et de votants. Donc vraiment, il y a un engouement. La France, évidemment, en tête. Monaco n'est pas premier. Et puis il y a l'Italie aussi qui vient avec d'autres pays. Vraiment, ça se déroule très bien. Pour les artistes qui sont candidats, de montrer leur œuvre à l'extérieur
de la galerie ou même de leur atelier, donc c'est une bonne opportunité. Et en même temps, c'est une manière aussi d'attraper, de montrer et de donner envie. C'est ça qui était un point. Au début, il y avait donc un paradoxe, c'est-à-dire que le haut a un peu surpris, le haut avec un accent circonflexe, le haut n'est jamais neutre, et effectivement, pendant un certain temps, il y a eu une sorte de latence, on ne savait pas si ça allait prendre ou pas, et puis vers la fin, tout le monde est arrivé, tout le monde s'est inscrit, et là, vraiment, c'est un grand succès. 97 œuvres au départ, 3 seront sélectionnées par les internautes. De son côté, le jury en distinguera une trentaine selon l'originalité et le respect du thème imposé. L'ensemble sera ensuite exposé à la galerie. En attendant la remise des prix, les votes, eux, sont ouverts jusqu'au 23 janvier sur la galerie interactive www.l'entrepôt-monaco.com. Ouvrons une page football. Nouveau match à domicile pour l'AS Monaco. Demain, les Monégasques reçoivent Strasbourg, 7e de la Ligue 1. Les Rouges et Blancs sont toujours à la recherche de victoires à la maison en championnat. Je vous propose à présent d'assister à la conférence de presse d'avant-match avec Franck Passy, l'adjoint de Thierry Henry, et Djibril Sidibé, de retour de blessure. Avec les recrues, il y a plus d'assurance, il y a plus d'équilibre, une justesse technique de très bonne qualité avec Fabregas. Donc on a ce test-là samedi. Le derby, c'est un contexte un peu différent, mais là, pour se maintenir, il faudra gagner la majorité des matchs à la maison. Donc là, on est tous concentrés sur ça, quoi. C'est une équipe très bien organisée. Il n'y a peut-être pas de stars dans cette équipe, mais tout le monde bosse et je crois qu'ils arrivent à donner un contenu très intéressant. En plus de ça, ils ont la confiance avec eux parce que ça fait quelques matchs qu'ils gagnent. Donc ce sera à nous à nous élever à notre meilleur niveau pour essayer de les renverser. Et le plus important aujourd'hui, c'est la situation du club. Mon cas personnel, après, c'est sûr que voilà, l'exigence, elle est là. Il faut que je fasse des matchs top. Voilà, on est là pour ça. Voilà, ça passe par un niveau d'exigence à l'entraînement, en match. Et puis voilà, aujourd'hui, on est dans une situation très critique. On est conscient, il y a eu du mieux ces derniers matchs. Avec les recrues, j'insiste là-dessus, on va faire quelque chose de très intéressant dans les semaines à venir. J'en suis confiant, j'ai la certitude. On est en train de progresser. Je crois que ça se voit au fil des matchs. À la fin des matchs, on a toujours ce goût amer en se disant on aurait pu le gagner. Il est vrai que c'est des matchs aussi où il y a des événements qui font qu'on pouvait les perdre, mais quand même, sur la globalité, on se dit qu'on a souvent plus d'occasions que l'adversaire et à certains moments du match où on aurait pu tuer les matchs, quoi. Et en milieu de semaine, l'AS Monaco a présenté ses vœux au Stade Louis II, juste avant le derby de la Côte d'Azur. L'occasion pour le président Rybolovlev et le vice-président Vadim Vassiliev de dévoiler les grands plans de modernisation concernant les infrastructures du club. Plus de détails avec Émilie Rousseau. Les travaux ont débuté il y a plusieurs mois déjà à la Turbie. En 2020, le centre d'entraînement de l'AS Monaco ressemblera à ceci. Rebaptisé centre de performance, ce site se veut être à la hauteur des ambitions du club. 55 millions d'euros ont été investis pour en faire un lieu de référence. Le président m'a parlé de ce projet il y a quelques années. Et on a étudié entre-temps, on a étudié tous les centres modernes en Europe. On a travaillé avec les architectes, on a travaillé pour les permis de construire. C'était vraiment un travail énorme. Fitness center, analyse des performances, chronothérapie, balnéothérapie, l'ensemble a été pensé pour la recherche de performances à tous les niveaux, sportifs bien sûr, mais aussi fonctionnel, énergétique et environnemental. Un centre, comme l'a précisé le vice-président, à la hauteur des ambitions du club. Ce centre va assurer les ambitions du club dans la durée, parce que nous on veut construire dans la durée et pour le long terme. En plus de ce centre de performance, les dirigeants du club de la Principauté ont annoncé la création de 18 loges VIP au Stade Louis II, un nouvel espace qui sera disponible dès la saison prochaine. L'académie n'est pas oubliée, avec la Diagonale, un nouvel écrin situé à quelques pas du Stade Louis II à Cap-d'Aille pour les joueurs en formation.
Aujourd'hui aussi le centre d'hébergement, les conditions ne sont pas les meilleures, donc ne sont pas vraiment cohérents et dignes de notre projet. Mais là, avec tous ces projets-là, l'académie, la Turbie et le centre d'hébergement, il n'y a rien à dire, c'est vraiment meilleur top niveau européen, même mondial. Lors de la présentation des vœux et des projets d'aménagement, le président Dimitri Rybolovlev a réaffirmé sa volonté de s'engager sur le long terme. Pour lui, ces plans de modernisation en sont la preuve. Et je vous propose à présent de découvrir l'invitée du week-end, la présidente du Festival international du cirque de Monte-Carlo, la princesse Stéphanie. Cette rencontre est signée Patricia Navarro. Bonjour, nous nous trouvons sous le chapiteau de Fontvieille où se déroule jusqu'au 27 janvier le Festival international du cirque de Monte-Carlo, le 43e du nom. À mes côtés, la présidente du festival, Altesse, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici même, sur la piste, pour évoquer tout d'abord la programmation riche et variée de l'édition 2019. Alors cette année encore, vous allez allier tradition et innovation. Je crois que c'est notre rôle au festival de montrer ce qu'est le cirque aujourd'hui. Et c'est vraiment ce mélange-là, c'est-à-dire que les artistes sont pleins d'innovation et d'imagination, de présentation de numéros qui restent dans les arts traditionnels du cirque. Et je crois que quoi de mieux que dans ce festival que mon papa a créé, de garder cette tradition, mais de montrer que le cirque évolue et vit avec son temps et avance et a encore plein de belles surprises à nous montrer. Vous êtes encore allé aux 4 coins du monde pour dénicher des numéros hors normes? Oui, je crois qu'il faut garder le côté international et heureusement il y a encore beaucoup de créativité partout et dans des nations auxquelles on ne s'y attend peut-être pas, notamment l'Éthiopie. Et on a la chance d'avoir Guy Radze qui a fait des costumes mais absolument sublissimes pour le festival, spécialement pour le festival, des tapis, mais c'est des choses vraiment magnifiques. Et ça va être très riche, et un spectacle pour les yeux absolument incroyable. Et après, toujours on essaye d'allier autant d'acrobatie que de numéros aériens pour qu'il y en ait vraiment pour tout, pour que le spectacle ait un bon rythme. Et voilà, ça va être magique. Acrobatie, la tradition impose aussi les clowns, les trapézistes et puis les animaux. Alors, vous le savez, la présence des animaux au cirque est à l'origine d'une polémique. Certains sont tout à fait réfractaires à l'idée de voir des animaux se produire sous les chapiteaux. Que répondez-vous à cette polémique? Je crois avant tout les gens qui commencent ces polémiques, je pense qu'il y a 2 catégories. Il y a ce que j'appelle les fanatiques qui sont perdus, on n'arrivera plus à les récupérer. Ils sont ancrés dans une espèce de fanatisme d'abattre les cirques. Alors que si on veut s'occuper, je pense, de la condition animale, il y a beaucoup d'autres causes. Alors il faut régler tous les problèmes et pas seulement s'attaquer au cirque, c'est plus facile, c'est à côté, c'est sur la place du village, enfin voilà. Et je crois aussi que c'est un manque d'éducation en fait, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui pensent, j'entends dans ces réfractaires, qui pensent qu'on prélève encore dans les cirques les animaux dans la nature. Alors je pense que quand on veut faire un débat, on veut faire une polémique, il faut se renseigner avant. Et c'est interdit par la loi depuis au moins 20-30 ans d'importer des animaux prélevés dans la nature pour les cirques. Et aussi pour les zoos, sauf des autorisations, enfin ça vient d'élevage et tout. Mais un animal à l'état sauvage, on n'a pas le droit de le capturer, ni de le mettre dans un zoo, ni dans un cirque. C'est interdit par la loi. Donc ces gens-là devraient se renseigner avant de dire oui, ces pauvres animaux, on les a enlevés de leur habitat naturel. En aucun cas. Des fauves qui sont élevés au cirque, ça fait 6-7 générations, peut-être 8 générations qui sont élevés au cirque, nourris dans les caravanes, aimés, choyés. Certes, c'est comme dans tout. Il y a des gens qu'il faut condamner et c'est là où on est là, nous, Fédération mondiale et Festival du cirque, pour justement faire en sorte qu'il n'y ait pas de mauvais traitement et que les gens comprennent qu'on contrôle, que c'est dans l'intérêt d'une famille de cirque et des animaux
pour pouvoir les garder, qu'ils soient bien traités. Alors de quelle manière justement effectuez-vous ces contrôles? Il y a un vétérinaire, je crois, ici même sur le Festival international du cirque de Monte-Carlo qui passe très fréquemment contrôler les dresseurs, leurs animaux. Déjà, nous, on n'engage pas de numéros parce qu'on sait, on les connaît, qui ne tiennent pas leurs animaux comme il faut. Et d'ailleurs, on a encore la famille Gertner qui est là et lui, ces animaux, c'est des membres à part entière de la famille. C'est ces enfants tout petits qui s'en occupent, je veux dire, ils vivent avec eux, on ne peut pas... Et quand j'ai vu aussi dernièrement la polémique des villes qui interdisent les animaux, même les chiens, à ce moment-là, il faudrait qu'ils fassent des tours aussi dans les immeubles et qu'ils enlèvent à certains mètres leurs chiens qui ne mériteraient pas d'avoir un chien qui reste enfermé de 7h du matin à 7h le soir. Et je crois que la cible facile, c'est les cirques. On ne s'attaque pas vraiment aux choses. Moi aussi, personnellement, je préfère voir les animaux dans leur habitat naturel, mais l'homme n'est pas capable de protéger l'habitat naturel des animaux. Donc pour préserver des races ou avoir des animaux qui sont nés en captivité, on ne peut pas les remettre dans la nature, on les condamne à mort. Donc si on aime les animaux, on ne veut pas les voir mourir. Et de penser que moi je puisse... j'en avais déjà parlé l'année dernière. Je me suis battue corps et âme pour sauver la vie de bébés au Népal. Comment est-ce qu'on peut penser que j'encourage les gens et je soutiens les gens qui maltraitent les animaux? C'est quelque chose qui est illogique. Donc je crois qu'avant tout, il faut se renseigner. Les portes des cirques sont ouvertes. Les gens peuvent venir voir. Les ménageries sont ouvertes. Il y aura un open door d'ailleurs demain ici même. Pour expliquer. Mais aussi dans n'importe quel cirque que les gens peuvent aller voir. Les gens de cirque n'ont jamais empêché personne d'aller voir la ménagerie, d'aller voir derrière comment ça se passe. Et ce que je ne comprends pas avec ces réfractaires, c'est qu'ils empêchent les gens qui aiment encore voir les animaux au cirque, de voir des animaux au cirque. Altesse, cette passion du cirque, elle vous a été transmise par votre papa, le prince Régnier. On l'entend, vous vous battez pour qu'elle perdure. Et vous vous êtes d'ailleurs lancé très récemment dans un vaste et ambitieux projet auprès de l'UNESCO, c'est cela? Oui, avec le CA et la Fédération mondiale du cirque, on voudrait que le cirque soit considéré au patrimoine mondial de la culture et des arts. On parle d'art de cirque. Je crois que c'est important parce que c'est une tradition. L'année dernière, on a fêté les 250 ans du cirque. Et je crois que pour préserver justement le cirque, on a besoin que ce projet arrive et qu'on fasse partie du patrimoine mondial, quoi. Il vous arrive encore d'être surprise par des numéros parce que vous avez vu tellement de numéros au cours de toutes ces années? Moi, je suis meilleur public, il n'y a pas de souci. Pas de problème. Oui, non, je suis toujours surprise d'innover ou de prendre une discipline traditionnelle et de se l'approprier et d'en faire quelque chose de totalement nouveau. Là, notamment, il y a un numéro aérien qui est un mélange de plein de disciplines au sol, mais qu'ils ont monté en l'air. Enfin, c'est quelque chose d'hallucinant. Et justement, ça je salue d'arriver encore à trouver de la nouveauté et d'avancer, de toujours étonner, en fait. Bien, si vous souhaitez vous aussi découvrir ce numéro parmi tant d'autres, ce numéro époustouflant aérien, le Festival du cirque de Monte-Carlo se poursuit donc jusqu'au 27 janvier. Altesse, merci de nous avoir accordé cet entretien et longue vie au cirque. Festival, culture, sport, voici les grands dossiers à retenir dans cette édition. Voici à présent les prévisions météo pour ces prochains jours. Le week-end s'annonce gris, les nuages vont faire leur apparition dès samedi matin et les températures seront celles d'un mois de janvier. Dimanche, aucun changement dans le ciel, mais le mercure affichera des températures plus fraîches. Début de semaine marqué par le retour des éclaircies, mais sans que le soleil ne réussisse à véritablement s'imposer. En milieu de semaine, dès mercredi donc, arrivée de la pluie. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, retrouvez un nouvel épisode dédié à Monaco Tech, signé Patricia Navarro. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.